Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement, enfin c'est pas si simplement que ça, on en parlait justement en off, de reparler avec un ancien invité du podcast. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à aller regarder dans les notes de l'épisode quel était le numéro concerné, quel était l'épisode concerné, comme ça vous pourrez vous faire la série, la première interview avec Bertrand Lemanque qui découvrait le podcast, enfin qui découvrait ce que c'était que d'être de l'autre côté du micro et puis qui nous en disait plus sur sa vie, sur son parcours, sur son projet. Et aujourd'hui, on va débriefer de ses dernières réalisations. Salut Bertrand Lemanque. Bonjour Armano, avec plaisir de revenir sur ton podcast Devenir triathlète et de pouvoir partager mon expérience. Bon, alors écoute, pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui ne t'auraient pas écouté la première fois ou ceux qui nous découvrent entre-temps, je te propose, comme je le fais systématiquement, de demander à mes invités de se présenter. Donc toi, je te laisse te représenter, pas trop vite, peut-être pas trop non plus, parce que l'objectif, c'est que les invités, les auditeurs aillent aussi écouter le premier épisode qu'on a fait ensemble. D'accord. Moi, c'est Bertrand Lemanque, fan du triple effort et depuis 2016. J'habite sur la presqu'île de Crozon, donc je m'entraîne souvent tout seul, j'ai pas de coach, je me coach moi-même. Je suis passionné, j'ai fait un peu de foot quand j'étais jeune et à partir de 19 ans j'en ai eu un peu marre, j'ai commencé à faire du surf, donc j'ai pas mal surfé depuis l'âge de 20 ans en fait. Et en 2016, j'en avais un peu ras-le-bol du surf, pas ras-le-bol, j'aime bien, mais j'avais besoin d'une autre activité et donc c'est là que je suis parti sur du triathlon et depuis je suis un passionné, j'adore comme on dit, dès qu'on tombe dedans c'est dur de sortir. Je vois que tu es un auditeur fidèle parce que c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, une fois que tu es tombé dans le triathlon, le problème c'est que à un moment t'arrives plus à t'en séparer quoi. Ouais, comme je dis souvent, c'est l'essayer, c'est l'adopter en fait. C'est clair. Attends, j'étais en train de revérifier parce qu'évidemment, j'ai pas fait mes devoirs. C'était au mois de juillet 2024 que tu étais passé dans le podcast, qu'on avait enregistré et on avait diffusé en août 2024. Donc ça fait un petit peu plus d'un an. Donc le coup du triathlon, l'essayer, c'est l'adopter. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est d'ailleurs ma petite frustration, c'est que moi, je peux plus rouler, donc je ne peux plus l'adopter. Mais redis-nous rapidement pourquoi, comment tu as découvert le triathlon et puis aussi ce que le triathlon t'a apporté dans ta vie quotidienne. J'ai commencé le triathlon un peu... comme je disais tout à l'heure, parce que je voulais faire un autre sport et puis surtout parce qu'un ami m'a mis sur le vélo. Je faisais pas du tout de vélo, c'est vraiment le sport que je pratiquais le moins entre la natation, parce que je suis maître nageur, donc la natation, j'ai pas été pratiquant en natation, j'ai pas fait des compétitions, tout ça, mais j'ai passé mon diplôme pour être maître nageur. Donc ça a pas posé de problème. Et la course à pied aussi, parce que j'aimais bien ça avec le foot quand j'étais plus jeune. Donc c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire du vélo avec un ami qui m'a trouvé un vélo et là après il m'a dit mais attends tu sais nager, tu sais machin, et puis c'est comme ça que je suis venu un peu au triathlon, un peu par hasard, et j'avais fait mon premier triathlon à Brest et puis après ça a été vraiment une révélation pour moi. Et donc par rapport à la suite, qu'est-ce que ça m'a apporté? Franchement, ça m'a... En fait, avant, je suis quelqu'un d'un peu feignant, en fait, on va dire. C'est-à-dire que si j'ai pas d'objectif, je fous rien. Et je trouve toujours une excuse pour rien faire.
Et là, en fait, comme j'étais vraiment passionné par ça, puis que je voyais que j'étais dans les derniers, puis je suis assez compétiteur, tu vois, j'aime bien la performance quand même. Je le fais pour la performance, et parce que j'aime ça aussi, mais j'aime bien me dépasser, quoi. Et je me suis dit, non, mais là, j'ai fini tant de places, il faut que je fasse mieux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un M, un L, puis un XL. Et puis, depuis, ça fait, maintenant, tu vois, ça fait depuis 2016, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et ce que je me suis rendu compte, ça m'a appris aussi la patience. Me dire que, surtout dans le triathlon, j'ai remarqué que, pour évoluer, ça met du temps. C'est comme la natation. On fait de la natation. Quand tu nages, j'entraîne et je donne des cours à des adultes qui viennent faire de la natation. Et c'est vrai qu'au début, quand ils arrivent, je leur dis, mais la natation, c'est long, ça prend du temps. Il faut aller progressivement. Et c'est comme ça que je suis allé progressivement aussi en triathlon. Et comme je dis à mes élèves, c'est progressif, faut aller doucement et sûrement, et c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est souvent assez long. On dit souvent c'est entre 8 et 10 ans qu'on commence à vraiment performer en triathlon, surtout sur du longue distance, quoi. C'est très très long. Et ça m'a appris ça, et ça m'a appris aussi la volonté, le mental aussi, parce pour faire un Ironman, si t'as pas le mental, tu peux t'arrêter et puis te dire j'abandonne, quoi. Et là non, dans ta tête, tu dis non, j'ai fait tous ces efforts, tout ça, je peux pas abandonner maintenant. Ça m'a appris tout ça, en fait, que je connaissais pas en moi, en fait, au départ. Franchement, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. On dit souvent qu'il faut une dizaine d'années pour progresser en triathlon, ou pour, en tout cas, performer. Je te remercie de le dire, parce qu'on en rigole toujours, j'en rigolais encore avec une invitée hier. Moi, ça m'agace au bout d'un moment, les gens qui performent au bout de 2 ans, quoi. Arrêtez, les gens, arrêtez, vous êtes doués, ok, mais arrêtez de... Non, c'est une blague, chers invités potentiels, chers anciens invités, chères auditrices, chers auditeurs, je blague. Non, mais justement, c'est d'autant plus intéressant que c'est là qu'on voit aussi certaines capacités, certaines facilités, certains dons chez certains pratiquants, certaines pratiquantes aussi, de pouvoir progresser et performer aussi vite. Alors après, la question est toujours la même, c'est la longévité. Parce que performer 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout de la 2e, la 3e, la 4e saison, être blessé ou ne plus être à la hauteur des résultats précédents, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, c'est vrai que il faut se laisser le temps, il faut y aller doucement, il faut progresser dans la pratique, dans les compétitions, et puis à un moment, on atteindra notre objectif qu'on s'est fixé, ou peut-être le Graal, va savoir. Tout à fait. Toi, quand on a fait le premier épisode, tu parlais aussi des problèmes cardiaques que tu as dû surmonter, qui sont apparus après le triathlon, après ta découverte du triathlon, si je ne m'abuse. Oui, ça a été après ma découverte, ça a été, j'ai commencé en 2016, et je crois que c'est apparu en 2021, avant que je fasse l'Ambraman qui avait été annulé et qui avait été en off. Je l'avais fait en off, et c'est là que ça m'était arrivé. Et maintenant c'est soigné, ça a été en fait ils m'ont fait j'avais comment ça s'appelle, un FOP, un foramen ovale perméable. C'est en fait 1 personne sur 3 peut l'avoir, d'accord, donc ça s'opère maintenant facilement, il passe par la fémorale. Et donc depuis par l'artère fémorale, donc il faut un petit trou dans la jambe, et puis il passe caméra, ustensiles, etc. Et puis après ils vont faire leur intervention ils font pas d'opération à corps ouvert. Non, ça existe plus, je pense. Ça maintenant ils ont tellement de technologies qui peuvent faire des trucs, c'est incroyable. Moi j'étais incroyable parce que j'ai tout vu, en fait. Ils m'ont demandé est-ce que je voulais être endormi, je dis non. Est-ce que je voulais un antidouleur, je dis ils m'ont donné quelques trucs, mais je voulais tout sentir, je voulais voir ce qui se passait aussi. Je suis un peu comme ça, j'aime bien voir ce qui se passe. Et bref, donc du coup, et après ils m'ont dit j'ai quelques mois, 6 mois où il fallait que je fasse attention parce que j'avais mon sang qui était un peu plus fluide. Donc du coup, ils m'ont dit de faire attention, de pas faire de vélo, pour pas faire de chute, pour pas faire une hémorragie interne. Mais à la suite de ça, feu vert, c'était parti. Et après, ça c'est derrière moi maintenant, et je performe très bien maintenant. Il y a aucun souci, et ça c'est royal, parce que c'est vrai que tu peux avoir des appréhensions, tu te dis mince, est-ce que je pourrais en faire, ça te monte un stress, ton cœur qui bat un peu plus, tu sens plus tes palpitations, tu sens plus des trucs, en fait tu tu focus sur des trucs que t'as pas à voir alors que c'est bon, quoi. Et donc du coup maintenant c'est un bonheur, je suis content. Quand j'ai entendu un podcast hier, j'étais en train d'écouter un podcast en courant, et la personne que tu avais interviewée qui a eu son accident là, je me dis mais j'écoutais ça hier là, et je me dis mais
Mais lui, comment il a dû remonter? Moi, je me dis, à mon niveau, c'est rien. Lui, par contre, c'est impressionnant. Tu l'as écouté jusqu'au bout ou pas l'épisode? Ouais, oui, j'écoute tout jusqu'au bout, Hermano. Quand j'écoute un truc, j'écoute jusqu'au bout. Non, mais ça peut arriver. D'écoute, parce que c'est vrai qu'au moment où on enregistre, je l'ai diffusé avant-hier. Pour ceux qui l'ont pas encore écouté, sans spoiler, je vous invite vraiment à aller jeter une oreille du côté de l'épisode de Enis Mansour de 466, je crois. Pour faire simple, il a connu quelques péripéties et notamment juste avant de participer à son tout premier triathlon, et ça a failli très très mal se finir. Mais en plus, pour rebondir sur l'épisode, non seulement il a connu une péripétie, mais il en a connu une deuxième, une troisième. Ce mec est un exemple de résilience au-delà de la pratique du triathlon en elle-même. C'est une machine. Ah ouais, et chapeau à lui, franchement. Je sais pas si j'ai du mental, mais là, il faut en avoir vraiment un gros mental. C'est clair. Bravo lui. Ben justement, tu disais que tu t'amuses, tu performes, tu as un gros mental. Après qu'on se soit quitté quand on a enregistré en 2024, tu avais un objectif, c'était les championnats du monde de triathlon Ironman. Comment ça s'est passé, Bertrand? Hermano, comme à mon habitude, ça aurait pu moins bien se passer. Ça s'est quand même bien passé, mais avec quand même des bonnes péripéties et très très dur, mais avec du bonheur derrière quand même. Pour expliquer un petit peu, déjà première chose, on part de Brest, l'avion, je sentais pas, je sais pas, la personne à l'accueil, je la sentais pas, je voulais pas que ça soit elle pour enregistrer mes bagages. C'est tombé sur elle. Elle était complètement paumée, on était pourtant en avance. Bref, on s'est retrouvés à arriver à Paris. On a dû récupérer les bagages. L'avion avait du retard. On a loupé l'avion. Ça commence bien, tu vois. Déjà, Hermano, là, je te dis... je vous rappelle juste quand même, je remets un peu dans le contexte. Quand on va sur un triathlon et qu'on doit prendre l'avion, on a ses bagages, souvent son sac à dos où on met 2-3 merdouilles, éventuellement quelques affaires de rechange si on a déjà pris souvent l'avion sur des longues distances et qu'on sait qu'on risque d'avoir des emmerdes, des péripéties. Et puis, on voyage aussi avec un truc qui s'appelle un vélo, dans une valise. Et donc, là, je sens le truc arriver. Tu me dis que... Déjà, l'agent de comptoir, ça s'appelle, a du mal à enregistrer les bagages. Vous arrivez à Paris en retard, vous ratez l'avion. Vas-y, je te laisse continuer. Ah non, mais donc du coup, en plus j'attendais mon vélo. Le vélo, le temps qu'il arrive, c'est un monsieur qui est venu nous voir. Il nous a dit, vous attendez quoi? On attend mon vélo. Donc il était juste derrière, personne l'avait mis de l'autre côté, tu vois. Bon bref, j'arrive. Bien sûr, on arrive à l'enregistrement, c'était trop tard. Donc là, moi j'étais vraiment pas bien. J'en ai, c'était la première année où je faisais autant de volume et j'étais sur mon deuxième Ironman avec Hawaii, ça faisait mon deuxième et j'ai craqué. J'ai craqué, Hermano, j'ai chialé, j'ai jamais chialé comme ça. Pour moi, c'était comme si on m'enlevait un truc, je perdais 2 jours. C'est rien en soi 2 jours parce que j'avais prévu, je partais 20 jours là-bas, donc tu vois, j'avais 15 jours, j'étais bien. Mais mentalement, j'ai craqué complet. Je me suis mis à chialer. Ils nous trouvaient pas d'avion. Du coup, on est resté 2 jours. Après, on voulait rien payer. On a dit non, attends, c'est pas notre faute. C'est parce que l'avion, en fait, ils avaient pris un autre opérateur, une autre compagnie, pardon. Et donc c'était un micmac. Je vais pas tout expliquer parce que ça prendrait des plombes. T'étais censé faire quoi comme voyage au-delà de donc Brest-Paris en avion et après Paris. Ouais, Paris-Seattle, Kona. Donc on reste 2 jours à Paris, on visite Paris, machin. Et puis on repart, on a donc nickel. Le voyage est un peu long mais tout se passe bien. J'arrive à Kona et là pas de vélo. En fait, j'avais prévu parce qu'on m'avait dit mets des AirTags. Donc si vous avez l'occasion de voyager comme ça, mettez des AirTags. Franchement, ça rassure. Ça c'est le petit conseil. On me l'a donné, je le donne aux autres, mais comme ça, t'as moins de stress. En fait, mon vélo était resté à Los Angeles, à Seattle, mais ça arrive régulièrement. Ils prennent un autre avion, il y a des avions réguliers, et tu le récupères le lendemain, il n'y a pas de problème. Mais tu dois faire un papier, ça prend du temps, c'est assez long. Puis moi, je suis nul en anglais, donc alors, par contre, ce qui était bien, c'est que j'ai rencontré une personne avec qui je communique tout le temps, qui est adorable, qui est lui, il m'a fait rire parce que il arrivait pour la première fois à Kona, ça fait 2 ans qu'il fait du triathlon, il est qualifié à Hawaï, il a été qualifié au 70.3 à je sais plus où c'était là, l'année dernière, où il est parti pareil en octobre là. Et donc lui parlait bien anglais, donc du coup il m'a bien aidé, tu vois, on a sympathisé, c'était sympa, on fait des bonnes rencontres, par contre c'était sympa. Donc bref, tu vois, on en parlait de ceux qui font du tri depuis 2 ans puis qui se tapent les championnats du monde.
Non, mais il m'hallucine. Olivier est très gentil, très sympa en plus. Et donc après, on est resté un peu ensemble là-bas. On s'est retrouvés même, tu vois, je suis allé à Tallinn il y a pas longtemps. On s'est retrouvés là-bas. Il a fait Tallinn. On a passé un bon moment ensemble là-bas. Je fais juste une parenthèse. Tu parles de AirTag. Donc pour ceux ou celles qui connaîtraient pas l'AirTag, en fait, c'est des petits. C'est pas plus grand à peine plus grand qu'une pièce de 2 euros. C'est connecté. Alors soit le AirTag officiel avec vos appareils Apple, en l'occurrence iPhone, mais il y a l'équivalent aussi chez Android, et ça permet, c'est un objet connecté qui permet de localiser, alors soit on met ça dans sa poche et puis comme ça on peut suivre, enfin dans la poche des enfants, puis on peut suivre les enfants par exemple, on met ça sur ses clés, comme ça on peut retrouver ses clés. Il y en a même qui ont un système qui permet de faire sonner le AirTag, et donc si on perd ses clés dans la maison ou dans la voiture ou je ne sais où, ça permet de les retrouver. Mais effectivement, souvent quand on est amené à voyager sur des longues distances et qu'il y a des changements d'avion, on conseille de mettre le AirTag, enfin un ou des AirTags dans les valises au cas où les valises soient perdues. Et entre triathlètes, on se conseille de le mettre dans la valise du vélo, tout simplement pour savoir où se trouve le vélo. Parce que même s'il n'est pas connecté à votre propre iPhone, il trouve quand même le réseau et il arrive à émettre la localisation. Ouais, avec d'autres iPhones des alentours. Donc c'est vrai que sur les États-Unis, il y a tellement d'iPhone que je pense que ça pose aucun problème. Et c'est vrai que j'avais en temps réel où était mon vélo, donc j'étais un peu rassuré quand même, parce qu'on sait jamais. S'il était resté à Paris, ça aurait pu m'arriver vu comment ça commençait. Et donc on arrive, tout bien. On va à la location. Fatigué du voyage, le stress parce qu'on avait loupé l'avion, on arrive là-bas, on va chercher la location de voiture là. Et puis le mec super sympa, un peu rasta, le mec mais sympa, hop, il nous dit le truc, machin, puis il arrive, il fait on n'avait pas le véhicule qui était, parce comme on est arrivé 2 jours en retard, il a dû louer le véhicule. Nous c'était un espèce de petit 4x4. Et là il arrive, il fait tiens, je t'ai trouvé un nouveau véhicule, tu vois, tu vas prendre celui-là. Putain, je regarde, c'était mais les gros pick-up là, les gros trucs, mais toi j'étais content, moi je me dis putain, il y a le rêve américain, tu vois, le gros truc que tu vois dans les films, tu vas conduire ça, c'est toi maintenant quoi. Et là, j'arrive devant l'entrée, puis je vois, putain, j'arrive pas, la barrière s'ouvre pas, je comprenais pas, tu vois. Je dis, ben non, puis j'étais fatigué, je dis, bon, ça va pas être là, la sortie, quoi. Donc je pars par d'autres endroits, je trouve pas de sortie, puis à un moment, je vois un truc, panneau sens interdit, à la française, je dis, bon, à droite, à gauche, il y a pas de voiture, j'en ai ras-le-bol, je passe, et sur quoi je passe? Je passe sur des, comment ça s'appelle? Sur les herses. Ouais. Je crève les 2 pneus avant, Herman. Les 2 pneus avant, je les crève. Je te jure. Mais c'est pas des petits pneus, hein, c'est des pneus à 500 balles, le truc, quoi. J'étais là, je fais, non, putain, mon budget de 1000 balles pour la voiture, il est parti dans les pneus. J'étais pas bien. Je sors du véhicule, je conduis plus de véhicule, j'arrête. Et il y a un mec qui arrive, il commence à gueuler, il dit, ouais, les pneus, il recule le truc. Bon, là, ils étaient vraiment morts. J'arrive dans le truc, je fais help. Le mec, il arrive, il regarde, il a cru qu'il y avait un accident, tu vois. Et il regarde, il fait, oh, t'inquiète, c'est pas grave et tout. Il me redonne un véhicule, direct, et il me donne le code de la barrière. Putain, il avait pas donné le code, tu vois. Il me redonne le code de la barrière. Ou moi, j'avais pas bien compris, possible aussi, tu vois. Et là, il me donne, regarde, je t'ai trouvé un autre véhicule encore plus gros que l'autre. Je lui dis, non, je dis, no big car, please, small car, tu vois. Là, je me dis, j'applique mon anglais parce qu'autrement, ça va le faire. Et il me donne un petit véhicule. Bien sûr, j'étais content, pas de GPS. Bon, c'était le bordel pour trouver la location. Bon, j'avais pas mon téléphone, en plus, je voulais pas payer trop le forfait. Bref, ça a été la cata, dès le début. Et là, je me suis dit dans ma tête, tu vois, tout de suite, je me dis, non, mais là, l'Ironman, je vais pas le finir, ça commence mal. Donc j'étais vraiment en bad trip dès le début, quoi. Ça a commencé vraiment mal. Donc on arrive à la location, super location, on avait une amie qui était déjà sur place, elle nous attendait, elle commençait à s'inquiéter d'ailleurs, et puis en fait, après... Je te raconte pas l'influx nerveux que t'as lâché là-dedans, quoi. Ah non mais c'était énorme, non mais je le souhaite à personne, franchement, je le souhaite à personne. J'ai rejoint Arnaud Guillou qui était là-bas, et il s'est foutu de ma gueule, quoi. Il a dit non mais tu passes sur des herdes, tu crèves les pneus, mais arrête. Et attends, c'est pas fini. Donc je récupère mon vélo, le lendemain je monte mon vélo, puis je dis bon bah voilà, putain, il me manquait une vis, je savais pas où elle était, j'ai réussi à trouver la vis, bref. Elle était collée à mes pédales, en fait, j'avais pas vu, tu vois, parce que j'avais démonté mon cintre. Donc, pour remonter le cintre, il me manquait une vis, quoi. Je dis, ma mince, je vais pouvoir faire un Ironman sans une vis, sans ça craint, quoi, on sait jamais. Après, j'aurais pu aller dans une boutique, trouver une vis, tu vois, ça serait arrangé. Je monte mon vélo, 2 jours plus tard, je dis, je vais faire un petit tour de vélo pour tester. On me dépose avec la Jeep, sur la moitié du parcours. Hermano, je pars, je crois que j'ai fait 7 minutes de vélo, je crève.
Non, j'ai des boyaux en plus. Je suis pas en pneu, je suis pas en machin. Et là, je dis non, j'essaye d'appeler, personne me répond. Je dis bah qu'est-ce que je fais? En plus, c'est sur la Queen Quay là, ça circule dans tous les sens. Je vais de l'autre côté de la route et puis là, je vois un mec qui arrive, il s'arrête devant moi, il me propose son aide. Et puis donc je lui dis bah moi c'est des boyaux, je parle pas trop bien anglais, il comprend, il me sort une chambre à air. Il regarde, fait ah non c'est des boyaux, il dit ah je peux pas t'aider, est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un pour toi et tout. Et le mec il repart et puis là je me fais mais attends, ça serait pas Christian Blumenfeld? Et là je te jure le Hermano, le Hermano c'était Christian Blumenfeld. Je le regarde, je le vois, putain je vois marqué Christian Blumenfeld, mais je suis mais quel con, pourquoi je t'ai pas fait un selfie? Mais comme il avait la barbe et tout, moi je l'avais pas reconnu, tu vois. Ah le truc, mais j'ai halluciné quoi. Et attends, pour finir, après donc, j'ai retrouvé, j'ai fait du stop des Californiens qui venaient vivre, qui vivaient depuis, qui avaient tout vendu en Californie, qui vivaient là-bas, m'ont ramené dans un magasin pour déposer mon vélo, pour qu'ils changent mon pneu, m'ont déposé chez moi et tout machin à la location. Mais les gens super sympas. Là, par contre là-bas, les gens ils sont comme ça au top. Franchement, j'ai jamais vu des gens aussi sympas à qui tu peux faire confiance et tout, c'est top. Bah comme les Bretons. Bah tout à fait, c'est vrai. Et pour finir la petite histoire sur ça, le lendemain, je retrouve Arnaud pour aller nager dans les lignes d'eau. Et je suis avec sa femme et ses enfants. Et puis il nous dit qu'il y a Christian Blumenfeld qui est là. Et puis je dis bah de toute façon on va savoir vite fait quand il aura mis un petit bonnet Red Bull, on sait que c'est lui quoi. Et là on le voit, il est là, puis je vais le voir, tu vois, là pour faire le selfie cette fois. Et puis je lui dis tu te rappelles hier on s'est vu machin et tout. Là, il a rigolé, il me dit alors tu t'en es bien sorti. Et puis bah c'était pour la petite anecdote, on fait un petit selfie avec les enfants d'Arnaud et sa femme et tout, c'était super sympa. Et le mec il est vraiment excellent, super sympa. Ça, tu vois, ça fait plaisir parce que tu vois, on peut parler du foot. Oui. Où les mecs on peut pas les voir, on peut pas les approcher, on peut rien faire, ils ont des gardes du corps et des machins. Eux ils sont en liberté, on arrête, j'ai dit que je ne taclais plus sur les footballeurs. Donc les footballeurs sont géniaux, le foot c'est génial, il n'y a pas de souci. Je sais pas qui est-ce qui m'a laissé ce commentaire parce qu'évidemment c'est anonyme, mais cher auditeur, si tu m'écoutes, je t'assure, j'adore le foot. Moins la mentalité de certaines personnes, mais j'adore le foot. Donc on ne tacle pas le foot, Bertrand, s'il te plaît. Non, d'accord, j'arrête déjà. Non, mais je suis ancien footeux, j'adore le foot, je regarde souvent la Ligue des Champions, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'était juste pour montrer qu'il y a des sports qui sont différents, il y a des sports où les gens gagnent moins, mais il y a quand même un côté derrière où ils sont vraiment agréables, ils sont vraiment sympas, ils sont courtois, et puis on peut les approcher sans problème. Je sais pas, Christian Blumenfeld, combien il gagne par mois, mais je pense que, tu vois, par rapport à tous les triathlètes professionnels, ça doit être l'un des mieux payés, j'imagine. Donc, par rapport à ça, déjà, ça m'a remonté le moral, on va dire. Tu m'étonnes. Donc là, tu recharges tes influx nerveux. Donc là, c'est reparti. Après 4 jours de galère entre le départ, l'avion, la perte du vélo, le machin, le truc, la voiture. Même pas 4, 5 si j'ai bien compté. Donc là, tu recharges un peu les batteries. Au 6e jour, tu avais prévu 20 jours. Et comment se passent les 2 semaines d'après jusqu'à Hawaï? Enfin, jusqu'à l'Ironman. Jusqu'au l'Ironman, franchement, elles se passent super bien. Ça s'est très bien passé. En fait, j'ai eu la chance, c'est vrai que moi je connais personne là-bas. Sauf Arnaud Guillou. Non, mais il était là et j'ai été tout le temps avec lui. Lui, il connaît plein de monde. Donc ça a été vraiment, tu vois, on allait nager ensemble, on allait nager en mer ensemble avec des copains à lui, des amis. Enfin, s'il avait pas été là, je pense que je me serais peut-être un peu plus ennuyé parce que comme je parle pas anglais, c'est difficile d'aller vers les gens et tout ça. Là, c'était beaucoup plus facile. Et comme je peux entendre des fois dans des podcasts que tu fais où les gens ils partent pour faire le Norseman, où t'as quelqu'un qui les accueille. C'est vrai que c'est vraiment c'est top quand tu connais pas machin, surtout au bout du monde comme ça. C'est énorme quoi. Non, ça s'est très bien passé. Les entraînements pareil, ça s'est bien passé à part un moment où j'ai voulu faire tout le parcours et je me suis trompé dans le parcours. En fait, j'ai pris à droite au lieu de prendre à gauche. Décidément. Je me suis tapé une côte comme ça. Non mais Armano, je me dis je le finirai pas cet Ironman, c'est sûr. Et une côte comme ça et avec des camions qui te frôlent et tout, qui klaxonnent avant, tu vois, c'était un peu atroce. Mais après sur place, c'est magnifique quoi. Tu vois, mes enfants, ils ont profité, ils ont été voir les poissons, j'en ai profité, j'ai nagé avec les poissons, les dauphins. Enfin, c'était top.
Ouais, c'était l'ambiance, même l'ambiance, tu vois, toute l'ambiance, on sent que c'est la fête du triathlon là-bas. Les gens sont heureux, il fait beau, tu vois, je sais pas, et puis il y a une ambiance. À un moment, il y a eu la parade des nations. On était l'impression d'être aux Jeux Olympiques, tu vois. En fait, c'est un peu comme, enfin, moi, j'irai jamais aux Olympiques, mais j'ai eu l'impression d'être comme aux Jeux Olympiques avec les nations. Il y avait une bonne ambiance. On voit qu'ils font tout pour que ce soit parfait. En fait, pour moi, ça a été au niveau organisation, l'un des meilleurs. Ça a été même le meilleur. Je crois que c'est la meilleure organisation que j'ai eue sur un triathlon. C'est vrai. Il faut le faire enfin, il faut pouvoir être qualifié parce que maintenant c'est un peu plus dur. Mais il faut le faire une fois dans sa vie, juste pour voir ce que c'est, quoi. C'est top. Je sais qu'il y a d'autres organisations Ironman qui se font comme ça aussi, mais pas toutes. Mais c'est vraiment bien. Ouais, c'était génial. En même temps, heureusement que c'est bien. Ça reste quand même les championnats du monde. Ah ouais, bah oui, c'est sûr. Ouais. Après, tu vois, je me disais que est-ce que c'est un rêve? Moi, je le voyais pas plus comme un rêve, je le voyais plus comme un objectif en fait. Mon rêve, tu vois, par exemple, c'est de faire comme la nana qui a fini là à Hawaï à 80 ans, 16h30, un truc comme ça qu'elle a fait. Putain, mais ça ouais, ça je veux bien qu'à 80 ans, je sois champion du monde à 80, tu vois. Tu m'étonnes. Moi, j'en rêve aussi. Hein. Et mon fils vient de me parler ce midi aussi de celui qui a presque 80 ans, qui est à moitié aveugle et qui finit aussi. Enfin, tout ça, effectivement, c'est des rêves. Qui a fait les 20 km là. Les 20 km en courant là. Ah, j'ai vu. Ouais, c'est avec son GPS et tout là. C'est magnifique. Moi, j'admire ces gens. Donc toi, tu y vas, ça se passe à peu près bien, tout ce qui est la prépa, une fois que tu as passé ces emmerdes-là. Mais la course, Bertrand, comment se passe cette course, Bertrand? Comment se passe cette course? Bah écoute, je vais te raconter comment ça se passe. Moi, j'ai trouvé que, en fait, on est dans des sas, et moi, j'étais dans la catégorie 45-49. On arrive, on dépose le vélo la veille, et le jour J, on vient déposer nos affaires, mais on arrive tôt. Les pros partent, on les voit partir, c'est sympa et tout. Mais il y a une attente, j'ai dû attendre 1 heure avant d'aller nager, c'est trop long. Enfin, moi, j'ai trouvé ça trop long. Puis t'as un peu le stress, donc le stress, il monte de plus en plus, t'essayes de te stresser, t'attends. Et après, tu commences à partir. Et là, franchement, quand je reviens en arrière et que je regarde, je pense où j'ai pris le plus de plaisir, c'est dans la natation. Tu vois, je fais 1h01 sur la natation, c'est ce que je voulais. Je voulais faire 1 heure. Je fais 1h01 en plus sans combi, juste avec la swim skin. Des poissons, tu vois, j'en ai profité en fait. J'ai nagé, mais tu vois des poissons, tu vois les gens, enfin tu vois l'eau, elle est translucide, enfin elle est bonne, l'eau est chaude et tout. Au départ, quand je me suis entraîné, j'avais la bouche toute pâteuse, c'était tellement que l'eau elle est salée. Et puis à force de nager, bah tu t'habitues un petit peu. Et là, ça allait pour la compétition. Je prends vraiment du plaisir. Je sors la natation, tu vois, bien, j'étais content, j'enlève le toc, je prends le vélo, j'avais repéré mes trucs. En fait, ce qui est bien, c'est que t'as les bénévoles, ils sont là, ils t'orientent, en fait. Avec ton numéro de dossard, t'as des bénévoles partout, t'as une ambiance, ils t'encouragent, et ils t'amènent vers ton vélo, ils te donnent pas le vélo, mais ils t'emmènent vers le vélo, ils te disent où il est. Même si moi, j'avais déjà tout repéré avant, parce qu'il faut voir le parc de vélo. Enfin, on est à 2500 vélos, hein. Moi, j'ai jamais vu un parc aussi grand. C'est énorme. Et là, partie vélo. En fait, j'ai essayé de bien m'alimenter comme je fais d'habitude, et c'était dur. Comme le vélo, j'ai trouvé ça très dur. Surtout, en fait, comme j'avais pas reconnu la côte avant d'arriver à Hawaï, je crois. Hawaï, ça s'appelle. T'as une grande côte là ça monte pas mal, et après t'as un demi-tour au bout. Et là, ça a été dur parce que mentalement, en fait, toi, comme t'es dans les derniers à partir, j'étais dans les avant-derniers à partir. Tu vois tout le monde dans la descente à fond, tu vois. T'as le vent de côté, de travers. J'avais mon casque qui me collait comme ça. Je dis, mais comment ça se fait que ça me colle? Je le remettais, mais il revenait. Je dis, ah ouais, j'ai compris. Au bout d'un moment, c'était le vent. Je pouvais rien faire. Et c'était trop dur. Pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, désolé, vous aurez une vidéo tronquée, mais Bertrand disait, donc le casque te colle comme ça. Avec le vent de travers, là, je ne pouvais plus. J'ai eu du mal. Après, j'avais mon comment ça s'appelle, mon ravito perso au demi-tour. Je prends mon ravito perso, tout. Et j'étais content d'être dans la descente. Mais après, dans la descente, t'es pas non plus rassuré parce que t'as le vent qui tape sur le côté. Donc, c'est pas dur de rester sur les prolongateurs. La descente, elle est assez rapide.
Arnaud, il m'avait prévu, fais gaffe, les mecs, ils vont à Donf, mais il faut faire quand même attention. Et là, putain, j'y vais. Et ouais, en fait, la côte était dure parce que tu vois tout le monde qui descend. Et tu dis, putain, j'ai hâte d'être à leur place. Et quand tu te retrouves à leur place, en fait, c'est pas si bien parce que tu es toujours en train de gérer, contracter à fond pour essayer de gérer le vent. Non, la partie vélo était assez dure quand même. Je fais quand même, moi, je voulais faire 5 heures. Sincèrement, je voulais faire 5 heures. Je fais 5h20. Je fais 5h20. Content quand même, tu vois. Je suis pas du 30, je sais plus, ça doit être à 30, 34, 35, un truc comme ça, 34 et quelques. J'étais content, tu vois. Mais je sais que je peux faire mieux. Bon, là, on était. Donc, Bref. si on fait 1h01 de natation, plus la transition, plus 5h20 de vélo, donc on est à 5h30, quoi. Sur les deux. Ouais, la transition, elle est longue parce que t'as quand même pas mal à. Elle est plus longue, en fait. Je crois qu'elle est plus longue quand tu poses le vélo et que tu vas en courant que l'inverse. Et ouais, voilà, à peu près, ouais. Et donc, arrivé sur la fin, tu vois, donc là, on est à 6h30 entre natation et vélo. On est déjà pas trop mal, quand même, franchement. Oui, ça va. Je sais que je peux faire mieux, mais ça va, tu vois. Après, il y a un moment, je me dis, je vais pas jouer la première place. Mais comme je suis dans le truc, voilà, j'ai envie de le terminer, je vais à fond. Et arrivé au 160e, sachant que j'avais pas assez bu des bidons, des bouteilles d'eau qui m'avaient filé, que j'avais pris ou que j'avais pas pris, ou que j'avais raté aussi. Des fois, t'arrives pas à les prendre. J'ai commencé à avoir des crampes dans l'intérieur des cuisses. Ça m'arrive rarement. Ça m'arrive quand je force beaucoup. Là, j'avais pas trop forcé quand même, tu vois. J'avais juste géré mon effort. J'avais hâte à 160, tu vois, tu sais que tu arrives vers la fin. En fait, quand tu commences à arriver vers l'aéroport, là, tu te dis, bon, allez, c'est bientôt la fin. Il reste encore quand même pas loin de 7-8 bornes. C'est quand même dur, mais tu poses le vélo, il y a quelqu'un qui t'oriente, tu prends ton sac, tu pars en courant. Et là, je pars en courant. Je m'étais fixé je voulais faire un marathon 3h15. C'est ce que je m'étais fixé. Mais c'est là que ça s'est moins bien passé. En fait, au 7e kilomètre, j'ai commencé à avoir des crampes d'estomac. Et là, non, mais franchement, j'étais à 4,30 au kill. Je passe à 4,45, 5, 5,15. Arrivé à 5,15, je me dis, non, mais là, il faut faire quelque chose. Je vois des toilettes à côté, je m'arrête. Tu vois, je m'arrête le temps qu'il faut. Je m'arrête et puis je repars. Attends, je repars. Oh là là, je me sens à 4,20, tu vois, je ressens nickel. 7 km plus tard, ça revient. En fait, ça a commencé à revenir quand j'arrive peut-être au 12e, quand on arrive à Energy Lab. Dans la descente, là, je fais demi-tour. Et là, ça revient. Je dis, non, mais là, je vais pas le terminer. Tu vois, j'avais mes gels avec moi. Et je buvais de l'eau un petit peu de temps en temps. Et là, je me dis, mais je vais aux toilettes, je m'arrête encore 5 minutes. Tu vois, je perds 10 minutes. Mais je m'en fiche. Après, tu vois, là, je compte plus. Je me dis, le but, c'est le finir. Il faut que je le termine. Je peux pas être là et me dire, je le termine pas, tu vois. Et après, t'arrives à la côte d'Energy Lab. Pour moi, c'est le moment le plus dur. Je vois des potes qui descendent, je les vois, ils sont tout rouges, t'as pas d'air, c'est atroce. C'est le passage assez atroce. Même la Queen K, c'est atroce parce que t'en vois jamais le bout, t'as 10 km comme ça où tu vois jamais le bout. Tu te dis, mais quand est-ce que j'arrive au demi-tour, quoi, où tu commences à descendre déjà. Tu vois, c'est atroce. La chaleur, l'humidité, enfin, tout ça, c'est 35, tu vois, 35 degrés. Sur mon compteur, mais après au ressenti c'est peut-être un peu plus, tu vois, ça fait peut-être du 38, donc c'est vrai qu'il faut s'habituer à ces chaleurs, très dur. Donc je m'arrête aux toilettes, je repars, ça va mieux, et après je me dis, là il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve un truc, c'est pas normal. Donc je dis, j'arrête mes gels, j'arrête de boire de l'eau, et je me suis dit, à ravito tout en haut, je prends que du coca, et là c'est allé mieux, et là c'est passé. Après tu vois, j'ai analysé, je me suis dit, qu'est-ce qui a pu se passer? Je me dis peut-être que j'ai pris de l'eau, elle était froide et voilà, c'est ça qui m'a donné des crampes. Peut-être c'est la chaleur, peut-être c'est mes gels qui avaient passé parce que je les avais mis, ils étaient restés quand même toute ma partie du vélo, peut-être au soleil, je sais pas du tout. J'arrive pas à retrouver en fait pourquoi j'ai eu ces maux de ventre. Je sais que j'ai des amis, ça arrive souvent. Et bon, au final, après t'as une petite côte là qui est un peu dure et puis là t'as la descente, tu tournes et là tu sais que t'arrives, donc là je commençais j'avais mal aux jambes, mais ça, je peux pas m'arrêter. Et là t'arrives devant la ligne d'arrivée, tu sors le drapeau breton, t'arrives, t'es heureux, quoi. Tu te dis là t'as terminé, et là d'un coup tu peux plus marcher. Et là c'est là que tu te dis que quand même ton esprit, ton corps, il part sur un effort intense, et quand il arrête, il arrive à tenir jusqu'au bout. Et quand il arrête, il en peut plus, quoi. Comme je vois les deux nanas, là, je sais plus comment elles s'appellent,
la première et la deuxième qui craquent, qui tombent complètement, elles en peuvent plus, elles arrêtent, et elles abandonnent parce qu'elles en peuvent plus. Lucie Charles qui s'arrête à Énergie Lab dans la côte parce qu'elle en peut plus, quoi. Enfin, c'est impressionnant des fois le corps comment. Et donc au final, je fais 10 heures, je fais 9h57 au total. Je dois faire 9h57 à Hawaï. Alors forcément, les meilleurs sont autour de 8h, ok, mais 9h57 à Hawaï, sub 10h. C'est beau quand même. Ouais, je suis content, tu vois. Au début, je me dis bon, je suis pas content parce que j'ai pas fait les chronos que je voulais faire en course à pied ou à vélo. Mais je me dis, c'est pas grave. Je me dis, le but, c'est essayer de prendre du plaisir et puis de kiffer le moment. Et puis, même si t'es pas premier, c'est pas grave. Tu l'as fini, quoi. Au moins, ça aurait été une première expérience. Il y en a, ils sont là, ça fait 3-4 fois qu'ils viennent, donc ils savent, ils connaissent. Si j'y retourne, je le verrai d'une autre manière et j'améliorerai peut-être ma performance parce que je connais le parcours, je sais comment c'est, je sais où c'est dur, où c'est facile. Donc, c'est une gestion que, inconsciemment, tu prépares, en fait. T'as un peu devancé ma question, mais est-ce que tu vas y retourner ? Ah, Hermano, bien sûr que j'ai envie d'y retourner. Bah ouais, mais non, mais j'ai envie d'y retourner. C'est pourquoi j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'y retourner pour faire mieux. Déjà, je me dis que j'ai pas pu faire le maximum pour plus avoir de maux de ventre. Et oui, j'ai envie d'y retourner parce que j'ai kiffé ce moment, même si c'était dur. Et puis parce que j'ai envie d'encore m'améliorer. J'ai envie de revivre cette expérience. Et tu vois, là, il y a pas longtemps, quand j'ai vu la nana, là, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit, comme je te disais, je t'ai dû le dire tout à l'heure, j'aimerais bien jusqu'à 80 faire des Ironman. Je me suis dit à un moment même, j'ai envie de faire peut-être tous les Ironman du monde, en fait. Alors pas 2 fois le même pays, mais tous les pays où il y a des Ironman, j'aimerais, tu vois, jusqu'à 80 ans pouvoir le faire. Alors je dis pas que j'y arriverai, mais j'aimerais bien. Bon, écoute, fais-moi penser, si j'oublie, on taguera Ironman et on leur demandera s'ils n'ont pas un petit truc pour toi, justement, pour te permettre d'aller sur chacune des courses, enfin faire un Ironman dans chaque pays, quoi. Ah ouais, ça serait mon kiff. Je dis que je vais avoir 50 ans, donc il me reste encore 30 ans pour le faire, tu vois. Écoute, why not, j'ai un copain qui s'est fixé de faire 100 marathons avant ses 60 ans. Je crois qu'il lui en reste 4-5 et il a 58 ou 59. Donc c'est possible de se fixer des objectifs comme ça. Ah oui, je pense que c'est possible. Après, on verra bien. On sait jamais ce qui peut se passer dans la vie et voilà, on verra bien. Le but, c'est de faire du sport. Le sport, c'est la santé, donc c'est important. C'est ce que je dis à tout le monde. Je dis voilà, moi quand je fais ça, je me dis si des gens, que ce soit des sportifs amateurs ou professionnels, enfin amateurs surtout, parce que c'est si vous le faites-le pour le plaisir, prenez du plaisir pour le faire, et puis dans le sport, ça sera pas négatif, ça sera toujours positif pour votre corps, pour votre santé, pour plein de choses. Ouais, c'est clair. Bon, on pourrait s'étendre sur le débat, est-ce que le sport est bon ou pas pour la santé. Moi, je pense que même à haute dose, en fait, du moment que tu as trouvé l'équilibre, la balance parfaite entre le côté personnel, le côté professionnel et le côté sportif, et que le sport t'apporte plus de choses que la sédentarité, évidemment que c'est bon pour la santé. Même si tu en fais à haute dose, mais si tu en fais à haute dose progressivement, avec parcimonie. Tout à fait. Et en restant à l'écoute de ton corps. Tu disais tout à l'heure que, bien sûr, tu as envie d'y retourner. Tu nous parles de ton projet, un Ironman par pays, partout dans le monde. Il y en a quand même quelques-uns, donc il y a de quoi faire. Non, je rigole, je sais pas si je le ferai, mais c'est un peu une boutade en même temps, mais on verra bien, je sais pas. Donc, pour ceux qui l'auraient pas compris, là, on parle de tes championnats du monde Ironman à Kona. C'était en octobre 2024, donc ça fait 1 an. Là, on enregistre peu de temps après qu'il y a eu les championnats du monde, mais pour les femmes. Maintenant, ça c'est fini. À nouveau, les hommes et les femmes vont se retrouver à Kona, peut-être pas sur les mêmes jours, mais ça ne sera que à Kona. Qu'est-ce que tu mets en place ? Avant ça, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces championnats du monde ? Est-ce que cette année 2025, tu as continué à t'aligner sur des courses, sur des objectifs, sur des Ironman, ou est-ce que tu es encore sur ton petit nuage après être allé faire un sub 10 heures à Kona ? Alors après cet Ironman, franchement, j'ai eu un truc où quand je suis rentré, déjà, j'avais pas envie de partir de là-bas. C'était très dur de partir pour tout le monde, hein. Tous ceux que je connais, ça a été très dur aussi. Je sais pas, c'était quelque chose, c'est intérieur, je sais pas, je peux pas expliquer vraiment.
J'ai du mal à reprendre les entraînements derrière. C'est comme si ton objectif était atteint, comme tu vois, ça peut arriver, j'imagine, pour celui qui est champion olympique ou champion du monde, il a tout eu, ou comme Léon Marchand, tu vois, comme un Léon Marchand. Je me dis comment il fait après pour encore. En fait, je pense qu'il doit avoir de la prépa mentale, peut-être quelque chose derrière mais moi je sais que derrière, moi je fais pas de prépa mentale et je me dis ouais, ça serait bien de faire une prépa mentale après ça, parce que enfin voilà, t'as l'impression que t'as plus envie, quoi. J'ai eu un petit coup de blues, en fait. La dépression du sportif, alors c'est souvent catégorisé comme la dépression post-marathon, parce que c'est très connu pour les gens qui préparent un marathon, et une épreuve comme ça, alors on ne parle pas de l'Ironman encore, mais en tout cas le marathon, en termes de course à pied, c'est quand même l'épreuve la plus exigeante, et c'est connu comme étant le syndrome de la dépression post-marathon. Mais évidemment que sur le triathlon, c'est pareil, et comme tu le dis, c'est dès que tu atteins d'une certaine manière ton objectif, si tu te refixes pas d'autres objectifs derrière, t'as du mal à réenclencher. C'était pas sur mon podcast, mais c'était chez Mathieu Stéphanie, qui produit de Génération Do It Yourself. Il recevait comment il s'appelle, le tennisman français, mais qui lui disait qu'effectivement son erreur stratégique à lui, ça a été que à chaque fois qu'il gagnait un tournoi du Grand Chelem ou une grande compétition, il se refixait pas tout de suite d'objectif, ou alors l'objectif qu'il aurait dû se fixer, c'était justement de gagner le Grand Chelem et pas juste de gagner telle ou telle compétition, quoi. Mais ouais, je vois bien de quoi tu parles, et je pense qu'on est toutes et tous passés par là à un moment, peut-être avec un certain niveau d'intensité, mais on a tous vécu ça. Donc toi, c'était difficile, le post-Hawaï. Oui, c'était pas. Puis moi, c'est la première fois que ça m'arrivait, quelque chose comme ça. Donc j'ai mis 3 mois à peu près à m'en remettre, et puis après je me suis dit allez, il faut que je me refixe un objectif, et donc je me suis fixé d'aller à Tallinn en Estonie. Donc je suis allé cet été, c'était au mois d'août, c'était fin août, le 23 août je crois, un truc comme ça, et je me suis dit bon allez, le but c'est de me qualifier pour retourner à Hawaï. Donc mais bon, je connaissais pas les nouvelles règles. Enfin, je me suis renseigné. J'ai une amie qui connaît bien tout ça, et qui à chaque fois elle a la réponse à tout. Et elle m'a dit bah voilà, ça se passe comme ça, il faut être le premier. Donc je me fais une prépa pour ça. J'arrive là-bas. J'avais regardé en fait l'année d'avant. J'avais regardé le premier de ma catégorie, combien il avait fait. Il avait fait 9h15. Donc je me dis, il faut que je fasse minimum 9h15. Mais bon, d'année en année, c'est pas forcément les mêmes athlètes qui reviennent. Et puis moi, j'ai 49, tu vois. Il y en a qui arrivent, ils ont 45. Donc je fais, franchement, Armano, là, je crois que je fais ma meilleure compète. Je fais la natation. Bon, la natation, j'ai mal géré. Enfin, j'ai fait 1h02. Ça va, tu vois, mais j'aurais pu faire mieux, je pense. Mais en fait, t'as 2 tours, tu pars en rolling start d'une plateforme. Après, tu dois remonter sur la plateforme, tu refais. Et il y avait tellement de monde qu'à un moment, en fait, j'étais alpagué par ce courant qui allait vers la plateforme, que moi, j'étais pris par cette vague. Enfin, ce courant plutôt. Et j'ai raté un peu ma bouée, quoi. Donc, obligé de revenir. Donc, je perds un peu de temps. Ensuite, je prends le vélo. Le vélo, il était atroce, c'est assez plat. Et puis, moi, je suis assez fin, pas très pas grand, pas musclé non plus. Du coup, c'est pas forcément, je pense, un parcours pour moi. Tu vois, par contre, tu vois, je fais 4h55. Je fais presque 36, je sais plus combien ça fait, mais entre 36 et 37, je crois, un truc comme ça de moyenne. Franchement, 36,6, quoi. Je me dis, c'est pas mal, tu vois, c'est bien, tu vois, je suis content de moi, je voulais faire moins de 5 heures, je fais 4h55, on pouvait pas faire mieux. Je pose le vélo, je pars en course à pied, je commence à avoir mal derrière le mollet, j'essaye d'étirer un peu, je fais un marathon, mon meilleur marathon, 3h11, je finis, je fais mon objectif, quoi, 9h15. Et là, c'est combien je finis 8e dans ma catégorie. Oh, punaise. Et là, je fais, putain. Tu sais, en fait, je pose le vélo, je suis 24. Et puis, il y avait quelqu'un qui me disait, ouais, t'es temps. Je remonte à la 8e place au marathon. J'ai dit, là, je sais plus, elle m'a dit, t'es 12e. Je dis, 12e, c'est pour ça qu'elle me disait au général. Et après, au finir, je me dis, non, ça doit être dans ma catégorie. Donc, du coup, j'essaye mais bon, impossible mais je fais quand même 3h11, mon meilleur marathon jamais couru. Et non, et en fait, je loupe, c'est simple, hein, il y avait des Allemands, des Norvégiens. En fait, les Allemands, ils sont très forts. Et franchement, quand on est allé le lendemain pour la qualif, les mecs, même, tu vois, moi, j'étais 44 au pôle performance. Donc, ils considèrent que les premiers, comme ils ont pris leur slot, alors chez nous, les hommes,
c'est passé, le premier le prenait pratiquement tout le temps. C'est passé peut-être 2-3 fois au deuxième. Après, ça passe, si le deuxième prend pas, ça passe au troisième, et après, c'est fini. Si les slots n'ont pas été pris sur le premier, deuxième, troisième, ça passe au pôle performance. Donc, chez les femmes, ça arrivait un peu plus souvent, où les personnes ne l'ont pris chez les femmes, donc ça nous a fait peut-être 4 slots de plus. Donc, ça t'enlève les premiers du pôle performance. Moi, j'étais 44e. C'est passé directement au, je crois, 10e ou 12e. J'ai dit, bon, c'est peut-être jouable. Il y avait 23 slots, 24 slots. Ça va être tendu, mais c'est peut-être jouable s'il y en a qui le loupent. Donc j'étais là, il prend pas. Ah, je vois un nom allemand. Le mec, il était juste à côté. Hein. Il était debout déjà, il savait qu'il allait le prendre. Quoi. Paf, il prend. Dès qu'il y avait un nom allemand, c'est simple, il prenait. Dès qu'il y avait un Norvégien, ça prenait. C'était impressionnant. Et là, je me dis, on arrive à la 38e place et je suis 44. Il restait 3 slots. Non, 2 slots. 38, je regarde, allemand, 34, 38, 39 et 40, des Allemands, 3 Allemands. Je dis, c'est mort. Et le 40e, c'était le 6e de ma catégorie. Donc, même catégorie que moi, donc je me dis, je vais regarder sur le chrono, à combien il est devant moi, tu vois. S'il est à 10 minutes, je dis, c'est pas grave. Hermano, il est à 1 minute 50. Je loupe le slot à 1 minute 50. J'étais dingue, mais en même temps, tu vois, cette compétition m'a appris des choses. Elle m'a appris, comme à Hawaï, tu vois. À Hawaï, j'ai appris plein de choses, en fait. Et tu vois, je fais souvent des feedbacks sur ça. Et à Hawaï, tu vois, je reviens sur Hawaï, mais à Hawaï, en fait, quand j'allais m'entraîner en course à pied, mais je faisais mes fractionnés beaucoup trop forts. Tu vois, j'avais des fractionnés à 3,45, des 8 fois 1000 à 3,45 à faire. En fait, j'aurais dû les faire à 4,5, 4,10. Tu vois, c'était trop. Et ça, j'en ai pris conscience après, je le savais pas. Sur la natation, je sais que quand tu arrives, il y a le décalage horaire, il faut essayer d'aller nager un petit peu avant, pas faire forcément tout de suite du vélo ou de la course à pied, attendre un petit peu. Le matin, tu te lèves, t'as les yeux comme ça, paf, à 6h du matin, t'as les oiseaux qui chantent, le jour se lève vachement tôt et il se couche tôt, tu vois. Donc c'est des petites choses, tu vois, que avec le temps, avec l'expérience, qui fait que j'ai envie d'y retourner, j'aurai 50 ans, et je serai le plus jeune de ma catégorie. Mais là, j'ai mal joué le coup, en gros, parce que j'aurais pu me dire, non, j'ai 49, il y en a qui ont 45, ils vont mettre la mine, c'est sûr, c'est normal, ils ont 4 ans de moins que moi, quoi, tu vois. Et sur Tallinn, je me suis dit, voilà, j'aurais pu améliorer, donc je vais nager un peu plus, je vais faire plus de natation, parce que je sais que je peux faire mieux. Vélo, je vais avoir un nouveau vélo, tu vois, là, j'ai la chance d'avoir Cycle du Bourne sur la presqu'île de Crozon qui est avec moi. Et là, là, je vais avoir un nouveau vélo, Hermano, je vais avoir un vélo de ouf. Mais de ouf. Je vais avoir le vélo comment il s'appelle, du Norvégien qui a fait 2e, Gustav Iden. Donc, après, tu vois, c'est ce que je me suis dit sur Tallinn. Je me suis dit, si j'avais eu ce vélo, la minute 50, je pense, parce que moi, c'est un vieux vélo, en fait. Enfin, il est bien, si tu veux. Mais, pour performer, si les mecs, les pros, ils ont des vélos comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc si moi j'ai un vélo à patins avec les câbles qui sortent, il y a forcément une résistance, moins les prolongateurs, pas les bons prolongateurs, tout ça, ça fait que j'aurais pu gagner ma minute 50. Après c'est comme ça, mais je relativise, je me dis voilà, maintenant j'aurai le nouveau vélo. J'attends le mois de janvier pour faire une compète. Là je me suis inscrit à Nice. Donc le but c'est que ce soit vallonné parce que je suis meilleur en vallonné. Et en course à pied, si c'est plat, je suis bon en course à pied. Donc, je pense que Nice, ça devrait être bon. Après, voilà, on sait jamais. Donc, rendez-vous en juin 2026 pour célébrer ta qualif. J'espère. J'en rêve. J'en rêve, non, c'est l'objectif. Mais oui, j'aimerais bien, oui, carrément. Et du coup, si tu te qualifies à Nice cette année, ce sera pour Hawaï si tu te qualifies à Nice en 2026, ce sera pour Hawaï 2026. Ouais. Oui, c'est ça. Et ce que j'hésite à faire, je sais pas encore. Je vais voir. Mais j'hésite peut-être à aller en février, peut-être aux États-Unis, faire un Iron. En fait, il faut que je me renseigne, mais je sais pas. On m'a dit que normalement, c'est année civile. C'est-à-dire, si en janvier, par exemple, je fais une compétition en janvier, je suis dans la catégorie 50. Tu vois, je suis pas obligé d'attendre la date de mon anniversaire. Non, c'est dans l'année de ton anniversaire, effectivement. L'année de ouais, je crois que c'est ça. Si tu le sais, je sais pas, mais moi, je crois que c'est ça. C'est ce que j'ai cru entendre. Et c'est vrai que, qu'est-ce que je voulais dire là, si par exemple j'avais été qualifié à Tallinn,
l'année d'après, en 2026, j'aurais été dans la catégorie 50. Oui. Et tu vois, là, si j'avais été dans la catégorie 50, je faisais deuxième dans ma catégorie et au pôle performance, j'étais dans les premiers à être qualifié. Mais ouais, parce que du coup, si tu vas pas faire un Ironman début d'année 2026 aux États-Unis ou ailleurs, mais si tu mises tout sur Nice pour ta qualif, ça veut dire que non seulement tu dois préparer ton Ironman de Nice, mais qui sera pas l'objectif. Donc tu dois préparer par rebond Hawaï avec comme étape intermédiaire Nice pour la qualif. Donc ça va être une sacrée année de préparation 2026. Ouais, ça va être une... Ouais, donc faut bien réfléchir les compètes que je veux faire. Et puis en plus, c'est en juin. Et après, ici, je fais des petites compètes régionales, tu vois. En avril, il y en a pas beaucoup. Ça commence un peu en mai. Donc mai, juin, il faut pas... ça va être... Enfin, je sais pas trop encore, mais on va voir. Parce que d'habitude, je fais souvent des compètes, tu vois, Nice, Tallinn ou Vichy, c'était en août. Donc c'était plus facile pour moi. Là, ça sera une prépa différente. On verra bien. Je vais voir. Je sais pas trop. On verra. Mais j'y crois. De toute façon, il faut y croire. Hein. Si on n'y croit pas, ça marche pas. Si on n'y croit pas, effectivement, ça marche pas. Écoute, je te remercie pour ce compte rendu, pour être revenu avec nous sur cet épisode important dans ta vie de triathlète. Et puis, t'as diffusé plein de petites infos qui, je pense, serviront aussi à nos auditrices et nos auditeurs. Bah, j'espère. Je vais pas pouvoir m'empêcher de te refaire le coup de la question devenir triathlète. Quel est, toi, ton meilleur conseil? Puis on pourra comparer aussi avec ce que tu as dit il y a 18 mois, mais c'est quoi ton meilleur conseil pour devenir triathlète, Bertrand? Toi qui as été jusqu'au championnat du monde et puis qui les a à nouveau en ligne de mire. Ouais, mon meilleur conseil, c'est d'être patient. C'est vraiment la patience. C'est la patience, il y a deux choses pour moi. C'est la patience et le plaisir. En fait, quand j'analyse toutes mes compétitions, à chaque fois où j'ai performé, c'est quand j'ai pris du plaisir à le faire. Sans mettre la pression en me disant, j'y vais, on verra ce qui se passe. J'ai quand même mes objectifs, mais je me mets pas de stress supplémentaire. Je me dis, j'y vais, je donne à fond comme je fais d'habitude. Il y a rien à changer, mais prends du plaisir, kiffe le moment. Et, ah ouais, j'ai kiffé le moment, même si ça a été dur par moment, j'ai kiffé la natation, le vélo, j'ai moins kiffé parce que après, c'est vrai que tu vas faire un Ironman à Nice et un Ironman à Hawaï. Le paysage est pas le même, donc tu vas le kiffer différemment, tu vois. Donc, faut vraiment prendre du plaisir. Ça, c'est la première chose. C'est quand tu pars pour faire un entraînement, même si ça va être dur, prépare-toi mentalement avant d'aller faire ton entraînement en te disant, allez, ça va être un truc, ça va être dur, mais il faut que je prenne du plaisir dans ce truc-là, dans ce fractionné. Même si ça va être dur, ça va être bien parce que je vais faire du sport, je vais être dehors, Enfin, il faut essayer de trouver une source de motivation qui fait qu'on prend du plaisir. Et ça, des fois, c'est pas tout le temps évident. Mais c'est les premières choses. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est, quand t'essayes un triathlon, après, que ce soit amateur ou pas, je veux dire, chacun son niveau. Je veux dire, tu peux aller aussi juste, moi, j'en ai vu à Hawaï, qui était handicapé, qui était nain, qui était handicapé, qui était machin. Tu les vois, ils font le truc. Je veux dire, tout le monde est capable de faire un triathlon ou peu importe. Le tout, c'est de se dire, chacun à sa mesure, quoi. Le but, c'est de profiter de l'ambiance, profiter des gens qui t'encouragent et ceux qui t'encouragent, c'est pas forcément des triathlètes et ils admirent ce que tu fais et l'arrivée, c'est la récompense des efforts que t'as fait avant. C'est une récompense et c'est du plaisir aussi. Je pense que quelqu'un qui va faire un S, qui a jamais fait, il va passer la ligne d'arrivée, il va être content. Et c'est ça. Et à partir du moment où tu prends du plaisir et t'es heureux dans ce que tu fais, le reste suit en fait. Écoute, on suivra ton reste et notamment, je l'espère, je croise les doigts, tu vois, pour toi, tous les doigts, Hawaï 2026. Rappelle-nous, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage sur les réseaux sociaux? Sur Facebook, Bertrand Lemanque, j'y suis pas mal. Instagram aussi. Et puis Strava, moi c'est Beberto. C'est 2TO. Voilà. Et après, j'étais pas mal avant sur Strava, je suis un petit peu moins. Après, on peut voir ce que je fais comme entraînement. Et voilà, il n'y a pas de souci, moi je cache rien. Et voilà. Écoute, Bertrand, Beberto, ouais. Vas-y. Et ouais, je voulais juste rajouter un truc, c'est un truc que je voulais dire, c'est que pour les organisateurs, en fait, il y a un truc ça me désespère pas, tu vois, mais je trouve que souvent dans les compétitions, et c'est pour ça que j'aime bien Ironman, parce qu'en fait, ils récompensent toutes les catégories. Je dis pas, vous êtes pas, enfin, je parle aux organisateurs de compétitions de triathlon. Vous avez des jeunes qui vont être devant vous, forcément, moi, je vais pas faire premier.
il y aura des mecs qui seront meilleurs que moi, et ce qui est normal parce qu'ils sont plus jeunes. J'ai dit, mais récompenser, même si c'est qu'un podium, on demande pas d'avoir des fleurs ou un truc, juste le podium. Ça fait quoi? Ça fait une récompense pour les efforts qu'on a fait. On s'entraîne autant que les jeunes qui gagnent, qui sont premiers, deuxième, troisième. Je vois souvent dans les compétitions, les organisateurs, quand ils font des choses, ils font pas de podium pour les catégories. Ils font, la majorité du temps, c'est Master 1 ou V1, ils font un podium pour le premier. J'ai dit, mais allez-y, faites un podium pour tout le monde. Ça va vous prendre quoi? Ça va vous prendre peut-être 5 minutes fois la catégorie. On va dire, il y a 6 catégories. Ça va faire 30 minutes de plus. C'est quoi 30 minutes? Et au moins les gens ils seront contents, ils auront envie de revenir à votre compétition aussi. Parce qu'il y a des compétitions, franchement, moi des fois, je me dis, je fais premier dans ma catégorie, je suis pas récompensé parce que je suis V3, ça me saoule un peu, tu vois. Je me dis, j'ai fait tout ça pour ça et je suis premier, il y a rien, quoi. Après, voilà, c'est le petit truc que je voulais dire, le petit coup de gueule, mais gentil, en fait, en disant aux organisateurs, moi, le jour, si j'organise une compétition, si je fais un truc, je ferai un podium pour tout le monde. Je me dis, voilà, mais même si je donne rien, tu donnes un au premier, deuxième, troisième, et les autres, tu donnes rien, tu fais juste monter sur le truc, hop, tout le monde applaudit, t'es content, tu sors, voilà. Moi, j'irais même encore plus loin, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait un podium pour les 3 derniers. Alors, pas les 3 derniers de chaque catégorie, parce que sinon, on s'en sort plus, mais les 3 derniers de la course. L'avant-avant-dernier, ou avant-avant-dernière, l'avant-dernier et puis le tout dernier. Parce que mine de rien, c'est le dernier qui passe la ligne de ceux qui sont arrivés. Donc on exclut ceux qui ont été éliminés, ceux qui ont été disqualifiés, ceux qui n'ont pas terminé. Et donc ces 3 derniers-là, ils sont presque aussi méritants que les 3 premiers qui montent sur le podium. Et moi, j'aimerais bien voir sur toutes les courses un podium des 3 derniers. Et tant qu'à faire, qui montent à côté des 3 premiers de la course. Ça pourrait être vachement sympa. Ah mais ouais, moi je me dis, en fait, quand on fait un triathlon, c'est bien, il y a la performance, mais il y a aussi le plaisir. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui adorent le triathlon, qui se passionnent par le triathlon et qui font du triathlon, même que ce soit premier ou deuxième, comme tu dis. Et ouais, c'est comme une fête, tu vois, c'est une fête du triathlon. Il faut prendre ça comme une fête, même si c'est une compétition, c'est une fête aussi, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Je trouve que t'as raison de dire ça aussi, Hermano, parce que je suis d'accord avec toi. Même le dernier, l'encourager le dernier, c'est super important parce que lui, il a passé combien de temps à faire son truc? Il a passé peut-être 3-4 fois plus de temps que toi. Je regarde 80 ans, elle, à la fin, elle est applaudie par tout le monde. C'est une américaine, ça se trouve, elle va être interviewée par les Américains, par des chaînes ou je sais pas, parce qu'elle a fait ça. C'est énorme, c'est génial, ouais. C'est des trucs, ouais, je trouve ça important que tu le dises aussi, ouais, c'est bien. Écoute, on va militer pour ça, Bertrand. Ouais. Je te remercie encore pour ce bon moment qu'on a à nouveau partagé ensemble. Et puis, on fera le 3e épisode une fois que tu reviendras d'Hawaï en 2026. Ça marche ? Ouais, merci Hermano, ça me fait trop plaisir de pouvoir être sur le podcast et pouvoir discuter avec toi de tout ça et que tous les gens qui font du triathlon, si ça peut les amener à faire du triathlon et qui soient passionnés comme nous, c'est top, quoi. Merci beaucoup, Bertrand. Allez, salut Hermano, bonne journée à toi. C'était Devenir triathlète X Open Tri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!